Chapitre 1. La lettre qui a tout changé. Le soleil se levait à peine sur le port de Marseille, teintant l'eau d'or en fusion lorsque la lettre fut écrite. L'écriture, nette, maîtrisée, avec un léger tremblement dans certains traits, était celle d'un homme pour qui chaque mot comptait. Il écrivait lentement, posément, comme s'il savait qu'une fois l'encre sèche, des événements se déclencheraient sans retour. Le papier portait une légère trace d'odeur, pas de parfum, mais quelque chose de plus chaud, de plus insaisissable, comme du tabac mêlé à l'air marin. 2 jours plus tard, la lettre arrivait à la Villa Blancarde, une propriété aux murs couleur crème et aux toits de terre cuite, perchée sur les falaises de Cassis. De ses terrasses, on pouvait admirer la Méditerranée agitée, bleue et infinie, avec ses bateaux de pêche flottant tels des maquettes dans le port tout en bas. La villa appartenait à Madame Renée d'Aubigny, une femme d'une 50aine d'années dont la richesse et le cercle social garantissaient que ces réunions étaient de celles dont on parlait pendant des mois. Ce matin-là, Madame d'Aubigny était assise dans le salon ensoleillé, une fine tasse de café en porcelaine dans une main, la lettre dans l'autre. Sa femme de chambre, Lucille, l'avait apportée quelques instants plus tôt, remarquant que l'écriture semblait étrangère, peut-être anglaise. Les sourcils de Renée se froncèrent légèrement. Ses connaissances en Angleterre étaient rares, et elle n'avait correspondu avec personne de mémoire récente. Elle ouvrit l'enveloppe avec un coupe-papier en forme de rapière et en sortit une feuille de papier crème. L'écriture était bien anglaise, mais le ton était pressant, presque désespéré. « Madame, vous ne me connaissez pas, mais je vous connais, ainsi que certaines affaires qui, si elles étaient révélées, pourraient causer de graves malheurs à plus d'une personne liée à la Villa Blancarde. Je dois vous voir sans délai. J'arriverai le 17 au soir. Je vous prie instamment de n'en parler à personne, pour la sécurité de tous. » J.R. Madame d'Aubigny le lut 2 fois, les lèvres pincées. Les initiales ne lui disaient rien. La formulation, en revanche, était une autre affaire. Elle avait vécu assez longtemps pour savoir que les lettres ainsi écrites étaient rarement le fruit de l'ennui. Elles annonçaient généralement des ennuis. Elle plia la lettre et la glissa dans la poche de sa robe du matin, au moment où des pas approchaient. Un homme grand, la 60aine, entra. Philippe Arnaud, son ami de longue date et, murmuraient certains, son ancien prétendant. Il était impeccablement vêtu d'un costume d'été léger, ses cheveux argentés soigneusement peignés en arrière. Son regard bleu vif remarqua immédiatement la légère tension sur son visage. « Renée, dit-il avec une familiarité naturelle, on dirait que tu as avalé quelque chose de désagréable. Le café ne te plaît pas ? » « Le café est excellent, » répondit-elle d'un ton neutre. « Mais tu es toujours aussi observateur, Philippe. J'ai reçu une lettre curieuse. » Philippe haussa un sourcil. « 2. Un homme dont j'ignore le nom. Il signe J.R. et dit qu'il arrivera le 17 pour discuter de sujets qui pourraient me porter malheur à cette maison. » Philippe haussa les sourcils. « Et vous me dites, alors qu'il vous a conseillé de ne pas en parler ?» Elle lui adressa un léger sourire. « Tu n'es pas quelqu'un de bien, Philippe. De plus, je n'ai jamais apprécié qu'on me dise ce que je dois ou ne dois pas faire. » Philippe prit la lettre lorsqu'elle la lui tendit et la lut en silence. « Curieux, en effet, » murmura-t-il. « Si c'est du bluff, c'est maladroit. Si c'est authentique, eh bien, on peut s'attendre à des désagréments. Avez-vous l'intention de le recevoir ?» Renée se laissa aller en arrière, ses doigts tapotant légèrement la coudoir de son fauteuil. « J'ai l'intention de voir qui il est et ce qu'il veut. Je ne suis pas femme à me cacher de l'ombre. » Les jours qui suivirent se passèrent dans un curieux mélange de normalité et de malaise latent. La villa bourdonnait des préparatifs du rassemblement d'été que Madame d'Aubigny organisait chaque année. Un dîner, un bal masqué et un feu d'artifice sur la mer. Les invités commencèrent à arriver 2 ou 3 à la fois, apportant mal et bavardage de Paris, de Londres et même de Rome. Le salon s'emplit de rires l'après-midi, et un parfum de lavande et d'eau salée flottait par les portes-fenêtres ouvertes. Parmi les premiers arrivés figurait Charlotte Bexley, une Anglaise pleine d'entrain d'une 30aine d'années, férue de robes éclatantes et de conversations plus animées. Elle avait rencontré Madame d'Aubigny à Paris l'année précédente et avait été invitée grâce à cette connaissance. Elle était suivie de près par le docteur Lionel Marchand, un médecin lyonnais dont les manières froides et mesurées lui conféraient un air détaché de la gaieté ambiante. Il y avait aussi Armand Léger, un jeune homme au charme insouciant, habitué à faire tourner les têtes, et la vicomtesse de Montsouris, dont le regard cinglant pouvait faire tourner la crème. Et puis, il y avait André d'Aubigny,
le neveu de René, arrivait 2 jours plus tôt que prévu, prétextant de vagues affaires à Marseille. Homme d'une trentaine d'années, au sourire facile et au regard qui semblait peser chaque mot prononcé autour de lui, André était connu pour avoir hérité non seulement de la part de la fortune familiale de son défunt oncle, mais aussi de son goût du risque en matière financière. Le matin du 17, l'air de la villa était presque chargé, même si la plupart des invités attribuaient ce sentiment aux festivités imminentes. Madame d'Aubigny, cependant, ne parvenait pas à s'empêcher de penser que quelque chose se tramait déjà. Elle gardait la lettre à portée de main, jetant de temps à autre un coup d'œil à l'horloge, comme si elle attendait une heure fatidique. Il était peu après 8 heures ce soir-là, lorsque le majordome, Jean, entra dans le salon où les invités prenèrent l'apéritif. « Madame !» dit-il d'un air légèrement perplexe, « il y a un monsieur à la porte. Il vous a demandé par votre nom. » « Son nom ?» demanda René d'une voix ferme, même si son cœur bondissait curieusement. « Jacques Reynaud, madame. Il dit que vous l'attendez. » Toutes les conversations dans la pièce semblèrent s'éteindre d'un coup. Les rires s'arrêtèrent. Le tintement des verres s'interrompit. Le regard de Philippe croisa brièvement le sien. Une question muette au fond. Elle se leva sans répondre. Dans le couloir, sous la lueur de la lampe de cristal, se tenait un homme d'une 50aine d'années. Son visage était maigre, buriné par le soleil et l'air salin, son costume sombre, usé, mais propre. Il retira son chapeau à son approche et elle remarqua la politesse prudente de sa révérence, de celle qui masque le calcul. « Madame d'Aubigny, » dit-il à voix basse, « merci de me recevoir. » Elle inclina la tête. « Vous disiez que votre affaire était urgente. »« C'est vrai. » répondit-il en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule, entendant des voix provenant du salon. « Cela concerne une affaire vieille de nombreuses années, et cela concerne un homme que vous avez très bien connu autrefois, peut-être mieux que vous ne l'auriez souhaité. » Elle sentit le froid de ces mots l'envahir, malgré la chaleur du soir. Avant qu'elle puisse répondre, un son aigu et lointain résonna faiblement quelque part dans le parc, comme le craquement d'une branche ou quelque chose de plus lourd. Jacques Reynaud tourna brusquement la tête vers les portes de la terrasse. Un instant plus tard, le majordome réapparut, le visage pâle. « Madame, » dit-il doucement, « il y a eu un incident. » Chapitre 2. Ombre sur la terrasse. Pendant un instant, personne ne bougea. Le léger bourdonnement des conversations du salon se transforma en un silence gêné, et tous les visages semblaient tournés vers le couloir, où Madame d'Aubigny se tenait avec l'étranger. Les mots « il y a eu un incident » suspendus dans l'air comme l'écho persistant d'une cloche. La voix de René, quand elle se fit entendre, était calme. Trop calme, peut-être. Quel genre d'incident, Jean ? Le regard du majordome se posa brièvement sur Jacques Reynaud avant de se tourner vers elle. « Madame, il serait préférable que vous veniez immédiatement. C'est sur la terrasse ouest. » L'esprit de René s'agita rapidement. La terrasse ouest n'était pas loin de l'escalier du jardin qui descendait vers les pelouses plus basses. C'était un endroit où les invités sortaient parfois prendre l'air le soir, mais à cette heure, avant le dîner, elle était généralement déserte. Elle se tourna vers Philippe, qui était apparu silencieusement à ses côtés. Sa main reposait légèrement sur l'encadrement de la porte, un geste qui, bien que désinvolte, suggérait qu'il était prêt. « Vous me pardonnerez, monsieur Reynaud, » dit René d'un ton neutre à son visiteur. « Veuillez patienter ici jusqu'à mon retour. »« Je pense, » dit lentement Reynaud, « que vous pourriez constater que je suis concerné par ce qui s'est passé. » Sa voix était dépourvue de dramatisme, mais d'une certitude tranquille qui la fit s'arrêter. Elle fit néanmoins signe à Jean de l'accompagner jusqu'au petit bureau et de l'y garder jusqu'à son retour. La terrasse ouest baignait dans les derniers rayons du crépuscule, l'air chargé des senteurs mêlées de lavande et de la légère odeur iodée de la mer en contrebas. Un groupe d'invités se tenait près de la balustrade, le visage pâle dans la pénombre. Charlotte Bexley était parmi eux, sa robe aux couleurs vives apportant une touche de gaieté incongrue au milieu de l'assemblée sombre. Elle s'éventait nerveusement, les yeux fixés sur quelque chose au-delà de la balustrade de pierre. René s'avança et le groupe s'écarta légèrement, révélant ce qui se trouvait sur les dalles pâles. C'était un homme, grand, large d'épaules, vêtu d'un costume de soirée. Son corps était affalé, maladroitement, un bras plié sous lui, l'autre tendu comme pour attraper quelque chose hors de vue. Son visage était tourné vers la mer, ses yeux ouverts, vitreux, reflétant les dernières lueurs du jour. Il n'y avait pas d'erreur possible. Il était mort. René retint son souffle. « Qui est-ce »
demanda-t-elle, même si une partie d'elle-même le savait déjà. C'était André d'Aubigny, son neveu. Philippe se pencha près du corps, cherchant son pouls à la gorge, même si c'était une formalité. « Aucun signe de vie », dit-il doucement. Sa voix était posée, mais son regard exprimait une certaine tristesse. « Depuis combien de temps est-il ici ?» demanda René. Le docteur Marchand, parmi les premiers arrivés sur la terrasse, se redressa de l'endroit où il examinait la scène. « À en juger par la température de la peau, » dit-il. « Moins d'une demi-heure, peut-être 20 minutes. Le corps est encore chaud. » Charlotte frissonna. « J'étais dans la salle de musique, » dit-elle rapidement, « quand j'ai cru entendre quelque chose, comme un bruit sourd. Je me suis dit que c'était probablement un volet dans le vent. Et puis... » Elle s'interrompit, jetant un coup d'œil vers le corps. Le regard de René balaya la terrasse. L'air du soir était calme. Aucun vent ne venait troubler les géraniums en pot le long de la balustrade. Au-delà de la terrasse, les jardins descendaient en gradins jusqu'aux pelouses plus basses, mais les ombres s'épaississaient déjà, les contours des arbustes devenant flous. « Docteur Marchand, » dit doucement René, « était-ce une chute ?» Le médecin secoua la tête. « Non, la blessure, ici. » Il fit un geste délicat vers le côté de la tête, où les cheveux noirs étaient maculés de sang. Un coup violent, probablement par derrière. Philippe serra les lèvres. « Alors, on parle de meurtre. » Le mot sembla résonner à travers le groupe, et pendant un instant, il n'y eut que le bruit lointain de la mer contre les rochers. René se tourna vers Jean. « Faites venir la police immédiatement. » Et... Elle hésita, jetant un coup d'œil vers le bureau où Reynaud attendait. Peut-être aussi envoyer un télégramme à Nice, à M. Hercule Poirot. Je crois qu'il séjourne à l'hôtel Negresco cette semaine. Philippe haussa légèrement les sourcils, mais ne dit rien. Plusieurs invités échangèrent des regards curieux à l'évocation du célèbre détective belge. Seule Charlotte semblait ouvertement soulagée. « Poirot ? Le Poirot ? Oh, alors nous connaîtrons la vérité en un rien de temps. » René était moins optimiste. D'après son expérience, la vérité était rarement aussi simple ou aussi indolore qu'on l'imaginait. À l'arrivée de la police de Cassis, la pleine lune s'était levée sur la mer, projetant une lumière pâle sur la terrasse et rendant la balustrade blanche presque argentée. Le commissaire, un homme compact aux cheveux noirs nommé Lefebvre, observa la scène avec une économie professionnelle, donnant des ordres discrets à ses hommes. Des photos furent prises, des mesures prises et des dépositions notées. Les invités furent priés de rester dans le salon jusqu'à leur interrogatoire. Quand René put enfin quitter la terrasse, elle trouva Jacques Reynaud debout dans le couloir, son chapeau à la main, le visage grave. « C'était votre neveu ?» demanda-t-il doucement. « Oui, » répondit-elle d'une voix calme. « Et vous ne semblez pas du tout surpris. » Reynaud soutint son regard sans sourciller. « Parce que, madame, je suis venu ce soir pour vous prévenir que quelqu'un allait mourir. » Il y avait un silence, profond, lourd, qui semblait s'étendre entre eux comme une corde tendue. « Tu t'expliqueras, » dit enfin René. « Demain peut-être. Ce soir, je dois m'occuper de mes invités. » Mais plus tard, dans l'intimité de sa chambre, elle se surprit à relire la lettre de Reynaud, son esprit revenant à ces mots pressants, soigneusement choisis. Et sous-jacent, une seule question la taraudait. La mort d'André d'Aubigny avait-elle été déclenchée bien avant ce soir, peut-être même avant que cette lettre ne soit écrite? Elle ne savait pas encore que le lendemain soir, Hercule Poirot serait assis dans le même salon, ses yeux ne perdant rien, et que chaque personne dans la villa, elle-même y compris, tomberait sous le regard silencieux et implacable de ces petites cellules grises. Chapitre 3. L'arrivée de Poirot. Le matin suivant la mort d'André d'Aubigny se leva doux et clair, la Méditerranée scintillant comme une vitre polie sous le soleil matinal. Pourtant, malgré la beauté de la journée, un malaise s'était installé à Villa-Blancarde, aussi tangible que la légère brume qui s'accrochait parfois aux falaises. Les invités, un mélange d'amis, de connaissances et de personnes dont les liens avec Madame d'Aubigny étaient, au mieux, ténus, s'attardèrent au petit déjeuner dans la longue salle à manger fraîche, parlant d'une voix plus grave que d'habitude. Le frottement des couverts sur la porcelaine semblait anormalement fort. De temps à autre, les regards se tournèrent vers les portes-fenêtres qui donnèrent sur la terrasse ouest, désormais fermée par un cordon de velours discrètement placé. Le docteur Marchand était assis seul à un bout de la table, beurrant méthodiquement une tranche de pain.
Charlotte Bexley, vêtue d'une robe jaune citron, le regardait sans cesse comme si elle prenait son courage à deux mains, mais semblait chaque fois se raviser. Au fond, la vicomtesse de Montsouris s'adressait à Philippe Arnaud d'une voix basse mais ferme sur le manque de discrétion absolument choquant de certaines personnes, ses mains gantées exprimant de petits gestes empreints d'emphase. Madame d'Aubigny elle-même n'avait pris que du café, le visage pâle mais calme. Elle offrait une conversation polie à ses proches, mais il était clair qu'elle avait l'esprit ailleurs. En réalité, elle était absorbée par le message qu'elle avait envoyé la veille au soir, un message qu'elle espérait maintenant avoir rapidement atteint son destinataire. Peu après 10 heures, le bruit d'une voiture sur l'allée de gravier rompit le rythme feutré de la salle. Ce bruit attira plusieurs invités vers les hautes fenêtres donnant sur la cour. Une élégante voiture noire, polie jusqu'à l'éclat, s'arrêta net devant l'entrée. Le chauffeur descendit avec élégance, mais c'était le passager qui attirait tous les regards. Un petit homme vêtu d'un costume gris clair parfaitement coupé, une cravate de soie bleu pâle autour du cou. Il portait un chapeau de paille légèrement incliné, sous lequel un regard perçant et observateur observait la scène avec un calme mesuré. Ses moustaches, luxueuses et parfaitement symétriques, brillaient d'une coupe soignée. « Hercule Poirot », murmura Charlotte Bexley, comme si elle invoquait un talisman. Poirot entra dans la villa avec l'air d'un homme qui en avait déjà pris la mesure avant même d'en franchir le seuil. Son pas était calme, son regard perçant. Lorsque Madame d'Aubigny s'avança pour le saluer, il s'inclina avec une précision courtoise. « Madame d'Aubigny, je suis venu immédiatement après avoir reçu votre message, » dit-il, son accent belge donnant un poids délibéré à chaque syllabe. « Vous avez vécu un événement. Comment dire des plus pénibles. »« Oui, monsieur Poirot, » répondit-elle. « Je crains que la nuit dernière n'ait apporté une tragédie dans cette maison. Mon neveu... » Elle hésita un bref instant avant de poursuivre. « Mon neveu a été retrouvé mort, assassiné, sur la terrasse ouest. » Poirot inclina gravement la tête. « J'ai lu le journal du matin de Marseille. Il ne contient que des informations très sommaires. Je le préfère ainsi. Le journal, c'est comme une omelette mal cuite. Trop de choses mélangées, et le goût en est au gâché. Je vais entendre les faits de votre bouche, madame, et de ceux qui ont vu ou entendu quelque chose. » Le commissaire Lefebvre sortit alors du salon, les cheveux noirs lissés en arrière, une légère irritation dans les manières. « Monsieur Poirot, dit-il, je n'étais pas au courant de votre venue. »« Je suis ici à l'invitation de madame d'Aubigny, » répondit aimablement Poirot. « Nous ne nous gênerons pas, mon commissaire. À moins, bien sûr, que la vérité soit timide et préfère se cacher, auquel cas il vaut mieux avoir plusieurs filets pour la capturer. » Lefebvre fit un bref signe de tête, mais son expression resta réservée. En quelques minutes, Poirot fut conduit au bureau, une pièce fraîche, tapissée de livres, avec des porte-fenêtres donnant sur le jardin est, où il s'assit avec élégance dans un fauteuil à haut dossier, son petit carnet en cuir et son stylo-plume posé précisément devant lui. Madame d'Aubigny resta à proximité, mais le regard de Poirot se porta vers la porte. « Madame, » dit-il, « avant de continuer, on m'a dit qu'un certain Jacques Reynaud était arrivé hier soir, peu avant la mort de votre neveu. Puis-je lui parler d'abord ?» Elle hésita un instant avant de répondre. « Oui, mais je dois vous dire que M. Reynaud prétend être venu me prévenir d'un danger. » Les sourcils de Poirot se haussèrent légèrement et une lueur apparut dans ses yeux. « Alors, naturellement, il faut qu'il soit entendu. » Reynaud entra, chapeau à la main. Le visage tiré, son regard se posa brièvement sur madame d'Aubigny avant de se poser sur Poirot. « Vous êtes ici pour trouver le tueur, » dit-il simplement. « C'est mon but, oui, » répondit Poirot. « Mais je ne chasse pas à l'aveuglette, monsieur. Je commence toujours avec ordre et méthode. Alors, vous êtes arrivé à la villa à 8 heures. Qu'avez-vous dit à madame ? » « Je lui ai écrit une lettre, » dit Reynaud d'un ton réservé. Elle lui disait que des événements du passé allaient bientôt lui arriver. Je voulais lui parler avant qu'il ne se passe quelque chose. Poirot pencha la tête. Et pourtant, le malheur est arrivé. Votre avertissement, il était trop tard. Ou peut-être, ce n'était pas à la bonne personne. La mâchoire de Reynaud se crispa. Je ne suis pas un tueur. Je suis venu parce que... Il s'interrompit. Brusquement, jetant un coup d'œil à madame d'Aubigny. À cause d'un certain Paul Gérard. À la mention de ce nom, les doigts de René se crispèrent imperceptiblement sur l'accoudoir de son fauteuil. Poirot le remarqua. Poirot remarqua tout.
Et qui est ce Paul Gérard ? Demanda-t-il. Un Marseillais, répondit Reynaud. Un homme qui a des griefs. Il connaissait votre neveu, madame. Et je pense... Il s'interrompit de nouveau, comme s'il reconsidérait sa réponse. Je pense que vous feriez mieux de l'entendre de moi seul. Poirot l'observa encore un instant, puis inclina la tête. Nous en parlerons plus tard. Pour l'instant, restez disponible. Après le départ de Reynaud, Poirot se tourna vers madame d'Aubigny. Vous me parlerez, madame, de ce Paul Gérard. Vous me parlerez aussi de votre neveu, non pas comme d'une tante en deuil, mais comme si vous parliez d'un étranger dont le portrait doit être peint exactement comme il était. René hésita. André était charmant. Trop charmant, peut-être. Il avait le don de donner l'impression aux gens qu'ils étaient seuls dans la pièce, et de les oublier dès qu'ils étaient hors de vue. Il avait hérité d'une part de la fortune familiale, mais une grande partie avait déjà disparu. On entendait parler de dettes de jeu, d'amis. Douteux. Mais il restait le fils de ma sœur. Poirot hocha lentement la tête. Les dettes, les amis, ça m'intéressera. Et puis, les déplacements de chacun hier soir entre 19h30 et 20h30. Commençons par ça. À midi, Poirot avait déjà parlé à Charlotte Bexley, qui avait avoué avoir été au piano et avoir effectivement entendu un bruit, comme un sac de charbon tombé sur la pierre, mais elle avait ignoré sur le moment. Le récit du docteur Marchand le situait dans la bibliothèque, seul, en train de lire des revues médicales. La vicomtesse prétendait être dans sa chambre, changeant ses bijoux pour le dîner. Philippe Arnaud était dans le fumoir, sirotant un cognac et lisant le journal du soir. Chaque récit était clair, contenu. Trop clair, pensa Poirot, comme une rangée de maisons où chaque rideau est tiré pour cacher ce qui se trouve à l'intérieur. Alors que l'après-midi touchait à sa fin, Poirot se promena seul sur la terrasse ouest. Les dalles pâles portaient encore de légères éraflures là où le corps avait été déposé. Debout, à la balustrade, il contemplait la mer scintillante. De là, les jardins descendaient vers la pelouse inférieure. Au point le plus éloigné, un étroit sentier menait à la petite jetée privée. Poirot plissa les yeux. Un petit bout de papier flotta faiblement sous le bord d'un géranium en pot. Se baissant, il le récupéra. Un morceau de papier fin, déchiré, au bord impeccable, comme s'il avait été déchiré à la hâte. 3 mots y étaient inscrits à la hâte. Pas en sécurité ici. Poirot glissa le fragment dans sa poche, son esprit organisant déjà les possibilités comme les pièces d'un puzzle. Il n'était pas encore temps de les assembler, mais bientôt. Très bientôt. Chapitre 4. Les questions commencent. Hercule Poirot n'était pas homme à perdre son temps. En fin d'après-midi, l'élégant salon de la Villa Blancarde s'était transformé en un lieu d'interrogatoire des plus méticuleux. Pas de salle d'audience, car il n'y avait ni juge, ni jury, juste Poirot assis dans un fauteuil bas qui semblait presque trop profond pour sa petite taille, les doigts légèrement serrés l'un contre l'autre enclochés. Mais pour les invités de madame d'Aubigny, cela aurait tout aussi bien pu être le box des accusés. Un par un, ils se présentèrent devant lui. La première était Charlotte Bexley, sa robe jaune citron remplacée par une robe de mousseline plus claire qui adoucissait son allure naturellement vive. Elle était perchée au bord de la chaise en face de Poirot, les mains tordant le bord de son mouchoir. « Mademoiselle, » commença doucement Poirot, « hier soir, vous m'avez dit avoir entendu un bruit pendant que vous étiez au piano. Vous l'avez décrit comme un sac de charbon tombé sur la pierre. Vous n'avez pas pensé à enquêter ?» Charlotte rougit légèrement. « C'était juste avant le dîner, monsieur Poirot. Les gens bougeaient, les portes s'ouvraient et se fermaient. J'ai cru que c'était un objet laissé tomber par un domestique. De plus, je répétais un morceau pour madame d'Aubigny. »« Tu n'as vu personne sur la terrasse après ?» Elle hésita. « Personne, sauf peut-être... » Eh bien, j'ai cru voir monsieur André se diriger vers la terrasse depuis le hall plus tôt dans la soirée. Mais je n'en suis pas certaine. Je l'ai seulement aperçu par la porte. Poirot nota un petit mot dans son carnet en cuir. Et avant de venir à la salle de musique, j'étais dans le jardin avec le docteur Marchand. Nous avons parlé de... Elle s'arrêta, se mordant la lèvre. « À propos de quoi, mademoiselle ?» Elle émit un petit rire nerveux. « À propos de rien d'important. Les plantes. La lavande. » Elle se leva vivement lorsque Poirot indiqua la fin de l'entretien, partant avec l'air soulagé d'être congédié. Puis vint le docteur Lionel Marchand, grand et posé dans son costume sombre, un homme qui semblait taillé dans la même pierre que les balustrades de la villa. Il était assis,
les mains soigneusement jointes, l'expression indéchiffrable. « Vous étiez à la bibliothèque hier soir, docteur, » dit Poirot. « Seul ? » ?»« Oui. »« Tu lis des revues médicales ? » ?»« Oui. »« Pendant combien de temps ?» Le docteur Marchand fronça légèrement les sourcils, comme surpris par la précision de la question. « De peu après 7 heures jusqu'à près de 8h30, heure à laquelle l'agitation a commencé. »« Personne n'est entré ou ne t'a parlé ?»« Personne. Les domestiques entrent rarement sans être appelés. » Le regard de Poirot était fixe. « Et avant de vous retirer à la bibliothèque ? » ?»« J'étais au jardin, avec mademoiselle Bexley. Elle souhaitait savoir si certaines herbes qu'elle avait vues pouvaient être cultivées en Angleterre. La conversation fut brève. » Poirot inclina la tête. « Vous aimez le jardinage ? » ?»« J'aime la discipline qu'elle exige, » répondit Marchand. « Et l'ordre. » Il se leva avec une légère inclination de la tête, s'éloignant du pas mesuré d'un homme habitué aux couloirs des hôpitaux. La vicomtesse de Montsouris était une toute autre affaire. Elle entra dans le salon comme un galion toute voile dehors, ses jupes de soie bruissantes, le menton haut. Elle considérait Poirot comme on regarderait un petit animal dangereux. « Vous me pardonnerez, madame, » commença Poirot, « si je suis direct. Vous dites que vous étiez dans votre chambre, en train de changer vos bijoux, pendant la demi-heure en question. »« Exactement, » répondit la vicomtesse d'un ton sec. Je ne me sens pas obligé de fournir plus de détails. Je suis ici en invité, pas en suspecte. Les moustaches de Poirot frémissaient légèrement. Dans une affaire de meurtre, madame, chacun est à la fois invité et suspect, jusqu'à ce que la vérité s'avère contraire. Vous n'avez rien vu ni entendu de votre fenêtre ? Non. Ma fenêtre donne sur le jardin à l'est. Et si j'avais entendu quelque chose d'inhabituel, je vous assure que j'en aurais immédiatement informé madame d'Aubigny. Elle se leva dans un tourbillon de soie avant qu'il ne puisse en demander plus, laissant derrière elle une légère odeur de parfum de violette. Philippe Arnaud le suivit, ses manières aussi douces que le cognac pâle qu'il affectionnait. Il sourit faiblement en prenant place. « Vous étiez dans le fumoir, » dit Poirot. « Vous lisiez le journal du soir ?»« Oui, » répondit Philippe avec aisance. « La Gazette de Marseille. Numéro ennuyeux. Les rapports de navigation étaient pris la partie la plus intéressante. » Tu as fumé un cigare ? 2. Et pendant ce temps-là, personne ne vous a rejoint ? Personne. J'ai entendu des voix dans le couloir une fois, celle d'André, je crois, mais je n'y ai pas prêté attention. André avait le don de faire du bruit partout où il allait. Le regard de Poirot ne vacilla pas. Le bruit, monsieur, peut être utile. Il peut masquer le bruit d'autre chose. Une lutte, peut-être ? Le sourire de Philippe s'éclaircit légèrement. Sous-entendez-vous que j'en sais plus que je ne le dis ? Je ne suggère rien, monsieur. Je me contente d'arranger les pièces, et avec le temps, le tableau me racontera sa propre histoire. Lorsque Jacques Raynaud revint au salon pour sa deuxième conversation avec Poirot, la lumière de fin d'après-midi avait changé, emplissant la pièce d'une brume dorée. Il se tenait, devant Poirot, son chapeau à la main, le visage buriné et crispé. « Vous parlez maintenant de Paul Gérard » incita Poirot. Raynaud hocha la tête. Il y a des années, Gérard travaillait dans les docks de Marseille. Un homme ambitieux et rancunier. Il s'est fait escroquer dans une affaire d'action de compagnie maritime. Il a accusé André. Je le sais car je l'ai entendu en parler plus d'une fois. Dernièrement, Gérard a été aperçu près de Cassis. Je suis venu prévenir madame d'Aubigny qu'André était en danger. « As-tu parlé à André hier soir ?» Raynaud hésita. « Non, je l'espérais, mais avant que je puisse le faire, il était parti. Et puis... il était mort. » Poirot le regarda attentivement. « Monsieur Raynaud, cette lettre que vous avez écrite, elle parlait de faits qui, s'ils étaient un de se révéler, pourraient n'apporter malheur à plus d'une personne. Vous parliez seulement d'André ?» Le regard de Raynaud se porta vers la porte. « Non, dit-il finalement. Je parlais aussi de madame d'Aubigny. » Poirot ne fit aucun commentaire, se contentant d'écrire une seule ligne nette dans son carnet. À l'approche du soir, Poirot demanda à parcourir à nouveau le parc. Il emmena Philippe Arnaud avec lui, soi-disant pour lui tenir compagnie, mais en réalité, Poirot souhaitait observer ses réactions. Ils passèrent devant la terrasse ouest, le cordon de velours toujours en place, et descendirent vers la pelouse inférieure. De là, le sentier serpentait jusqu'à la petite jetée, où une barque tanguait doucement à son amarre. Poirot marqua une pause, examinant les traces humides dans la terre près du poteau d'amarrage. « Ces empreintes, monsieur, sont récentes, et elles sont celles de 2 personnes,
pas d'une seule. L'une plus lourde, l'autre plus légère. Elles sont venues de l'eau pour rejoindre le sentier. Philippe baissa les yeux, puis détourna le regard. Des pêcheurs, peut-être. Peut-être, dit doucement Poirot. Ou peut-être pas. Ce soir-là, dans sa petite chambre d'amis à la villa, Poirot disposa ses notes dans un ordre précis. Le morceau déchiré sur la terrasse, les alibis qui se chevauchaient, les étranges hésitations dans la conversation, chacune était un fragment. Quelque part parmi eux se trouvait la forme de la vérité. Il tapota pensivement sa moustache. « C'est comme le jeu de la patience », murmura-t-il. Il faut placer chaque carte avec précision, et parfois c'est la plus petite, la plus humble, qui remporte la partie. Demain, les questions deviendraient plus aiguës, et les mensonges, car il y en avait, commenceraient à percer leurs secrets. Chapitre 5. Le faux fuyant. Le lendemain matin, le ciel de Cassis était d'un bleu azur ininterrompu, ce bleu méditerranéen immaculé dont les touristes parlèrent pendant des années. Pourtant, à la Villa Blancarde, l'ambiance était loin d'être sereine. Le brouhaha, des conversations au petit déjeuner avaient la tension d'un orchestre s'accordant avant un concert difficile. Poirot, levé tôt, prit son café sur la terrasse est, un petit carnet ouvert sur la table en fer forgé devant lui. Il réfléchissait depuis l'aube, non pas par grands bonds, mais par petites étapes précises qui lui plaisèrent le plus. Un pas l'avait conduit à la conclusion que l'affaire allait lui offrir ce qu'il appelait le poisson rouge, le faux fuyant, cette distraction délibérée ou accidentelle qui détourne le regard de la vérité. Il est arrivé plus tôt que prévu. À 9h30, le commissaire Lefebvre entra sur la terrasse, ses sourcils noirs froncés d'une manière qui laissait deviner l'irritation. « Poirot !» commença-t-il sans préambule. « Nous avons arrêté un homme dans le village. Il a été aperçu tard hier soir près de la villa. Un pêcheur de mauvaise réputation. Il possède une montre gravée des initiales AD. » Poirot haussa un sourcil. « André d'Aubigny » ?»« Exactement. » L'expression de Lefebvre exprimait la satisfaction d'un homme qui croyait l'affaire presque close. « La montre est chère, boîtier en or, mécanisme impeccable. Il y a du sang sur le bracelet. »« Ah !» murmura Poirot. « Et donc, naturellement, vous en concluez que le pêcheur a tué André pour sa montre. » C'est la conclusion logique. Les moustaches de Poirot tressaillirent, laissant entrevoir une légère pointe d'amusement. « Logique, mon commissaire, seulement si l'on part d'une fausse piste. Vous avez la montre, vous croyez donc détenir le tueur. Mais demandez-vous, pourquoi un homme de mauvaise réputation, connu dans le village, garderait-il sur lui un trophée aussi dangereux? C'est trop simple, trop élégant. » Lefebvre fronça les sourcils. « Tu penses qu'il est innocent? »« Je pense, » répondit Poirot, « qu'il n'est pas coupable de ce crime. Amenez-le ici et nous verrons. » Le pêcheur, lorsqu'il fut présenté, était un homme d'une quarantaine d'années, au visage ridé par des années de mer, aux mains larges et calleuses. Il s'appelait Marcel Desmoulins et regardait Poirot avec la défiance prudente de quelqu'un habitué à la suspicion de l'autorité. « J'ai trouvé la montre, » dit-il d'un ton neutre. « Sur les rochers, sous les falaises, la marée montait. Si je ne l'avais pas prise, elle serait déjà au fond de la mer. »« Et c'était quand ?» demanda Poirot. « 1 heure après le coucher du soleil, je vérifiais mes filets. J'ai vu quelque chose briller parmi les pierres. Tu n'as pas pensé à la porter à la police ?» Desmoulins haussa les épaules. « J'allais le faire. Ce matin. Mais les gendarmes sont passés avant. » Poirot se pencha légèrement en avant. « Et le sang ?» Desmoulins écarta les mains. « Peut-être de l'homme qui l'a perdu. Ou peut-être des rochers. Il y a des oiseaux de mer qui sèment ce chaos. » C'était une explication médiocre, mais Poirot remarqua le ton de l'homme. Pas évasif, mais irrité, comme s'il était agacé d'être retiré de son travail pour ce qu'il considérait comme une absurdité. Lorsque Lefebvre l'emmena, Poirot resta un moment silencieux. Puis, il se leva, traversa la terrasse ouest et se pencha sur la balustrade. En contrebas, les rochers déchiquetés brillaient d'un éclat humide au soleil. Il imagina la montre, son or captant les derniers rayons du jour, là, à la portée de tous les passants. Trop propre, beaucoup trop propre. À l'intérieur, les invités étaient agités à divers degrés. Charlotte Bexley était dans le salon, scrutant les jardins d'un œil aveugle. Le docteur Marchand était assis à proximité, feuilletant un journal qu'il ne semblait pas lire. Philippe Arnaud discutait tranquillement avec Madame d'Aubigny, leurs têtes penchées l'une vers l'autre. Poirot passait d'un groupe à l'autre, parlant avec désinvolture, s'enquérant du programme de la journée. Son but n'était pas de les détendre, bien au contraire.
Il souhaitait voir qui s'irriterait au moindre contact. C'est la vicomtesse de Montsouris qui réagit le plus vivement. « Et maintenant ?» dit-elle d'un ton impérieux. « La police a arrêté un voleur avec la montre dans sa poche. Franchement, je ne comprends pas pourquoi nous sommes encore sous ce nuage de suspicion. » Poirot la regarda avec douceur. « Il est vrai, madame, qu'une montre a été retrouvée, mais qu'elle a été lâchée en vol, posée pour tromper ou même transmise à quelqu'un d'autre. Ah, c'est une toute autre affaire. » La vicomtesse émit un son à mi-chemin entre un reniflement et un rire. « Vous autres, les détectives, vous vous délectez de compliquer l'évidence. »« Parfois, dit doucement Poirot, c'est l'évidence qui est l'illusion la plus dangereuse. » Elle détourna le regard, les lèvres serrées. Plus tard, Poirot rechercha Jacques Reynaud, qui fumait une cigarette près des fenêtres de la bibliothèque. « Vous connaissiez André ?» commença Poirot sans présentation. « Je le connaissais, » corrigea Reynaud. « Je l'avais rencontré 1 ou 2 fois à Marseille. Il était insouciant, le genre d'homme qui pensait que l'argent était un jeu et la confiance des autres aussi. Vous avez prévenu Madame d'Aubigny que quelqu'un allait mourir. C'est un avertissement très précis, monsieur. Non pas que des ennuis surviendraient, ni que du mal pourrait survenir, mais que quelqu'un allait mourir. » Reynaud laissa tomber sa cigarette dans un petit plat en porcelaine et l'écrasa avec une lenteur délibérée. « Parce que j'avais entendu Gérard parler, et parce que quand Gérard veut se venger, ce n'est jamais doux. Pourtant, Gérard n'est pas là. » Le regard de Reynaud croisa celui de Poirot. « Tu crois que j'ai amené son ombre avec moi ?» Poirot ne répondit pas. Il avait appris depuis longtemps que le silence était souvent plus révélateur qu'une accusation. En milieu d'après-midi, Lefebvre avait libéré le pêcheur, aux grandes dames du commissaire. « Vous compliquez les choses, Poirot, » dit-il. « Un jour, vous congédierez un coupable, et alors, où serez-vous ?»« Je suis en possession de la vérité, mon commissaire, » répondit Poirot avec entrain. « Et c'est toujours le meilleur endroit où être. » Ce soir-là, la villa offrit un dîner discret. La longue table, lieu d'ordinaire de conversations animées, était ponctuée de pauses gênantes. Poirot s'assit à mi-hauteur entre le docteur Marchand et Charlotte Bexley. Il observait sans en avoir l'air la façon dont Marchand suivait des yeux Madame d'Aubigny lorsqu'elle parlait, la façon dont Charlotte jetait un rapide coup d'œil à Philippe Arnaud chaque fois qu'il bougeait sur son siège. Au dessert, une délicate tarte au citron, Poirot posa sa fourchette. « Il est curieux, » remarqua-t-il à voix haute, « qu'un objet de valeur puisse voyager si loin de son propriétaire. Une montre, par exemple. Elle peut être perdue en mer et retrouvée sur terre. Elle peut passer entre de nombreuses mains avant que l'on sache exactement ce qui s'est passé. » Plusieurs têtes se tournèrent vers lui. La vicomtesse haussa un sourcil. « Devons-nous prendre cela pour un indice, monsieur Poirot ?»« Pas un indice, madame, » répondit Poirot d'un ton doux. « Simplement une observation. Mais parfois, une observation est comme une graine. On ne sait jamais où elle prendra racine. » Il sourit intérieurement en attrapant son café. Le faux fuyant était apparu, et plusieurs paires d'yeux l'avaient suivi. Mais une paire, remarqua-t-il, n'était pas apparue, et c'était peut-être le plus intéressant. Chapitre 6. Un objet déplacé. C'était l'habitude de Poirot, lorsqu'il était confronté à un enchevêtrement de récits contradictoires, de rechercher non pas la contradiction la plus criante, mais l'irrégularité la plus silencieuse. Et le matin suivant la libération du pêcheur, il en trouva un. La terrasse ouest avait été rouverte, non pas aux invités, mais aux yeux et aux instruments de la police. Le cordon de velours était toujours suspendu en travers des marches, souvenir subtil, mais puissant de la tragédie de la nuit. Poirot demanda la permission de l'examiner seul, et le commissaire Lefebvre, bien que manifestement sceptique, accepta. Les dalles étaient fraîchement frottées, mais l'œil fin voyait ce que le balai négligent manquait. Une légère éraflure, là où la pierre avait été éraflée par quelque chose de lourd, un fil pas plus long qu'un ongle coincé entre 2 tuiles, et, le plus curieux de tous, un cercle pâle, sur la table basse près de la balustrade. Poirot se pencha. C'était le léger son laissé par un verre, pas de vin, mais peut-être d'eau ou d'alcool clair. Il mesura la distanza entre la marque et la chaise à côté, puis se tourna lentement pour regarder vers les portes du salon. La position était erronée. Si l'on s'asseyait ici pour se réconforter, on ferait face à la mer et non à la maison. Pourtant,
La chaise était tournée vers l'intérieur, et la marque suggérait que le verre avait été posé, non pas au cours d'une conversation, mais presque distraitement, comme si l'attention du buveur était fixée sur un événement intérieur. Les petits doigts de Poirot planèrent un instant au-dessus de la marque avant de se redresser et de se diriger vers le bord de la terrasse. De là, la pente jusqu'au rocher était abrupte. Il laissa son regard se perdre jusqu'à l'écume bleue, tout en bas, l'endroit où le pêcheur prétendait avoir trouvé la montre d'André. Trop propre, pensa-t-il encore. Beaucoup trop propre. À 11 heures, il avait fait en sorte que chacun des principaux invités soit, par hasard, dans le salon à son retour d'inspection. Charlotte Bexley était au bureau en train d'adresser une lettre. Le docteur Marchand était assis avec un livre qu'il semblait déterminé à ne pas lire. Philippe Arnaud se versait un peu de cognac. Une heure indécente, pensa Poirot, mais ses habitudes ne le concernaient pas. Pour le moment. « Madame d'Aubigny, » dit Poirot d'un ton léger, « j'ai pris la liberté d'examiner une fois de plus la terrasse. Et là, j'ai découvert quelque chose qui m'a intrigué. » Ses yeux sombres rencontrèrent les siens calmement. « Oh, oui, madame, un anneau laissé par un verre. Ce n'est pas si étrange, bien sûr. On boit. Mais la position, ah, c'est curieux. Un siège placé de façon à regarder vers la maison, pas vers la mer. On peut se demander pourquoi ?» Philippe eut un petit rire. « Tu construis des châteaux d'ombre, Poirot. Peut-être que quelqu'un a déplacé la chaise après l'avoir utilisée. Peut-être, » acquiesça Poirot d'un ton aimable. Et pourtant, c'est dans ces petits détails que se cache la vérité. Une chaise déplacée ici, un verre laissé là. Il raconta l'histoire que le meurtrier n'avait pas l'intention d'écrire. Il y eut un petit silence, rompu seulement par le bruit du stylo de Charlotte grattant le papier. Au déjeuner, Poirot choisit délibérément une place au bout de la table, d'où il pouvait observer sans déranger. La conversation fut décousue, tournant en rond, sans conviction, autour de la météo et du marché aux poissons de Cassis. C'est au moment où le café était servi que Poirot remarqua une autre bizarrerie. Le coupe-papier en argent de Madame d'Aubigny, un objet fin et élégant aux manches en ivoire sculpté, était posé sur le buffet. Il se souvenait très bien l'avoir vu sur son bureau l'après-midi précédent, alors qu'elle triait sa correspondance. L'objet était banal en soi, mais son changement de place évoquait un tableau où un simple coup de pinceau aurait été altéré. Après le repas, il se dirigea nonchalamment vers le buffet, prit le coupe-papier et le fit tourner entre ses mains. La lame était propre, mais il y avait une légère entaille dans l'ivoire à la base, comme si elle avait heurté un objet dur. Lorsque Madame d'Aubigny vint lui parler quelques instants plus tard, il le brandit avec un léger sourire. « Ceci, madame. Il a été déplacé de votre bureau jusqu'ici. Puis-je vous demander qui l'a placé ainsi ?» Elle haussa les sourcils. « Pas moi. Peut-être Jean. Il lui arrive de nettoyer les choses en faisant la poussière. » « Ah oui, peut-être Jean. J'ai cependant remarqué que la méthode de votre majordome est aussi précise que le tic-tac d'une horloge. Il ne déplace pas d'objet sans raison. » Elle ne dit rien, mais il remarqua le léger resserrement de ses lèvres. En fin d'après-midi, Poirot demanda à Philippe Arnaud de l'accompagner jusqu'aux pelouses basses. Le ciel commençait à se voiler, la lumière virant à un or plus doux. « Vous étiez proche d'André, n'est-ce pas ?» commença Poirot. L'expression de Philippe était ironique. Assez proche pour connaître ses défauts. Il était téméraire, trop friand de cartes, trop friand de femmes qui ne lui appartenaient pas. Mais il avait du charme, c'était sa force. Saviez-vous qu'il avait des relations avec un certain Paul Gérard ? Philippe hésita. J'avais entendu ce nom. Marseille est une petite ville pour les murmures. En effet. Les yeux de Poirot se posèrent sur le visage de Philippe. Et pourtant, monsieur, ce n'est pas Gérard qui était sur cette terrasse la nuit où André est mort. Philippe haussa légèrement les épaules. J'étais dans le fumoir. Seul ? Oui. Poirot ne dit rien de plus. Ils marchèrent en silence jusqu'à la jetée, où la faible empreinte de 2 paires de pieds était presque effacée par le soleil. Le regard de Poirot s'attarda sur l'eau. La mer cache bien des choses, mais elle les rend aussi, n'est-ce pas ? Des veilles, des mensonges qui remontent à la surface. Ce soir-là, Poirot apporta un léger changement délibéré à l'ordre des choses. Après le dîner, au lieu de se retirer au salon avec les autres, il s'attarda dans le hall, parlant doucement à Jean. Le majordome, qui se targuait de sa discrétion, accepta une petite requête, laisser les portes de la terrasse ouest ouvertes. Poirot retourna ensuite au salon, engageant Charlotte dans une discussion sur les jardins anglais.
Pendant ce temps, il observait le reflet dans la grande vitre du meuble d'en face, le reflet du couloir sombre au-delà. Il était presque 10h30 lorsque le mouvement se fit entendre. Une silhouette mince et déterminée se glissa du salon dans le hall et sortit par les portes de la terrasse. Poirot se leva silencieusement et s'enfonça dans l'ombre. Depuis la terrasse, il vit la silhouette s'agenouiller près de la table basse, celle qui avait le léger anneau d'un verre. Un petit objet brilla brièvement au clair de lune avant d'être glissé dans une poche. « Bonsoir, mademoiselle », Poirot said softly. Charlotte Bexley se figea, les yeux écarquillés. « Monsieur Poirot, vous m'avez fait sursauter. »« Ah, c'est souvent mon malheur, » répondit Poirot. « C'est la malédiction du chat qui surveille la souris. Et maintenant, pourriez-vous me dire ce que vous venez de mettre dans votre poche ?» La main de Charlotte se resserra sur le tissu de sa jupe. « Ce n'est rien. Juste... » Elle s'interrompit et jeta un coup d'œil vers le salon. « S'il vous plaît, pas ici. » Poirot inclina la tête. « Très bien, mademoiselle. Demain, peut-être. Mais n'oubliez pas, la chaise qui fait face à la maison ne s'oublie pas si facilement. » De retour dans sa chambre, Poirot rangea soigneusement les observations de la journée sur sa table à écrire. Une chaise tournée dans le mauvais sens, une bague provenant d'un verre, laissée à la hâte, un coupe-papier a bougé de sa place. Une jeune femme se glisse sur la terrasse dans le noir. Individuellement, ils n'étaient que des fragments. Ensemble, ils commençaient à évoquer non pas la forme de la main d'un meurtrier, mais les grandes lignes d'un plan. Un plan encore inachevé. Poirot tapota pensivement le bord de son carnet. « Patience, » murmura-t-il. « Les petites cellules grises, elles ont besoin de patience. Et la vérité, elle viendra. » Chapitre 7. Mensonges et longues ombres. Le lendemain matin, l'ambiance à la Villa Blancarde avait de nouveau changé. Le choc initial de la mort d'André avait laissé place à une tension plus vive, une vigilance discrète parmi les invités, chacun plus attentif que jamais à ce qu'il disait, à qui et à quelle distance de lui. C'était, pensa Poirot, comme un salon où tous les miroirs étaient tournés vers les murs. Plus rien ne se reflétait clairement. Le petit déjeuner fut discret. Le tintement des couverts sur la porcelaine résonnait trop clairement sur la table et les rares remarques polies tombaient en l'air comme un galet dans l'eau profonde, sans laisser de traces. Même Charlotte Bexley, d'ordinaire volubile, restait étonnamment silencieuse, les yeux rivés sur son assiette. Poirot, qui préférait observer plutôt que manger lorsqu'il y avait des informations à glaner, s'assit au milieu de la table, observant chaque mouvement, chaque hésitation. Il remarqua que le docteur Marchand jetait plusieurs regards vers Charlotte, comme s'il s'attendait, ou peut-être craignait, qu'elle ne parle. Philippe Arnaud semblait délibérément indifférent, dissertant sur le temps qu'il faisait à Toulon avec la vicomtesse de Montsouris, bien que celle-ci ne l'ait qu'à moitié regardé. Son regard, vif comme un oiseau, parcourait chaque recoin de la pièce comme pour mesurer la distance qui la séparait de chaque invité. Lorsque Madame d'Aubigny se leva de table, les autres l'imitèrent. Poirot resta assis, sirotant la dernière gorgée de son café. « Si je puis me permettre de vous dire un mot, mademoiselle, » dit-il soudain en tournant son regard vers Charlotte. Son sursaut fut léger, mais perceptible. « Oui, bien sûr, monsieur Poirot. » Ils prirent place dans le petit salon, où la pâle lumière des fenêtres à l'est baignait le tapis en rectangle net. Poirot ferma la porte avec une précision silencieuse avant de s'asseoir en face d'elle. « Hier soir, » commença-t-il, « je t'ai vu aller sur la terrasse. Tu as récupéré quelque chose près de la table basse, quelque chose que tu as glissé dans ta poche. » Charlotte détourna le regard, ses doigts caressant le bord de sa manche. « Ce n'était rien d'important. »« Mademoiselle, » dit doucement Poirot, « cacher une chose, c'est lui donner de l'importance, que vous le vouliez ou non. » Elle resta un moment assise, en silence. Puis, d'un geste brusque, presque provocateur, elle fouilla dans sa poche et en sortit un petit objet. Un bouton de manchette en or, de forme ovale, gravé d'un blason. « Je l'ai trouvé la nuit du meurtre, » dit-elle rapidement, « près de la chaise, près de la balustrade. J'avais l'intention de le donner à la police, mais ensuite... » Elle hésita. « Mais alors, » conclut Poirot, « tu as pensé qu'il serait peut-être plus sage de le garder, parce que tu l'as reconnu ?» Ses lèvres se pincèrent. « Oui, il appartient à Philippe Arnaud. » Poirot prit le bouton de manchette et le retourna entre ses doigts. Le blason, une tête de lion stylisée, était délicatement travaillé, le genre de détail qui trahissait la richesse familiale. « Tu es sûr ?» demanda-t-il. «
Je l'ai vu porter cette paire, dit Charlotte, au dîner il y a 2 soirs. Pourtant, tu as choisi de le cacher. Elle rougit. Je ne savais pas trop quoi penser, ça ne voulait peut-être rien dire. Et si je me trompais? Poirot leva doucement la main. Dans un meurtre, mademoiselle, même le plus petit maillon peut faire partie de la chaîne qui relie la vérité. Après le départ de Charlotte, Poirot resta assis un moment, le bouton de manchette devant lui. Ce n'était certes pas une preuve concluante, mais c'était un objet déplacé, tout comme l'empreinte laissée par l'anneau sur le verre. Et comme cette empreinte, elle suggérait que quelqu'un avait été sur la terrasse avant ou pendant le moment fatal. Philippe Arnaud. Un homme dont la surface calme pourrait dissimuler bien des courants. Tard ce matin-là, Poirot alla trouver Philippe dans la bibliothèque, dont les hautes fenêtres s'ouvraient sur le jardin à la française. Il se tenait près de la cheminée, un mince recueil de poésie à la main, bien qu'il ne lisait pas. « Monsieur Arnaud, » commença Poirot, « vous manquez quelque chose. » Philippe leva brusquement les yeux. « Pardon ?» Poirot posa le bouton de manchette sur la table entre eux. « Ça, trouvé sur la terrasse. » Pendant un instant, le visage de Philippe resta parfaitement calme. Puis, il laissa échapper un petit rire. « Ah, je me demandais où j'avais perdu ça. Merci, Poirot. »« Vous ne demandez pas quand il a été trouvé ?» Philippe haussa les épaules. « Il a dû tomber la veille, alors que je faisais un tour en terrasse. » Le regard de Poirot était fixe. Et pourtant, il était posé par terre, près de la chaise où André avait été vu vivant pour la dernière fois. Une légère lueur passa sur le visage de Philippe. Coïncidence. Peut-être. Poirot ramassa le bouton de manchette et le rendit. Mais vous me pardonnerez si je ne me fie pas à la coïncidence. L'après-midi, Poirot se promena avec Madame d'Aubigny le long des allées de gravier du jardin Est. Les buissons de lavande étaient si couverts de fleurs, leur parfum s'élevant dans l'air chaud. « Ah, madame, dit-il doucement, vous avez été protégée avec moi. » Ses yeux croisèrent les siens. Je t'ai dit tout ce que je pouvais. Non, madame, vous m'avez dit tout ce que vous vouliez que je sache, mais il y a une ombre ici, une ombre du passé. Elle vous touche et elle touche André. Elle détourna le regard vers la mer. Il y a des années, il y a eu une affaire à Marseille. Un scandale, pas le mien, mais qui a touché ma famille, le mari de ma sœur. Il a investi dans certaines entreprises. Il y a eu des pertes, des accusations. Un certain Gérard a prétendu avoir été escroqué. André n'était qu'un enfant à l'époque. Mais plus tard, il a fait des affaires avec les mêmes personnes. J'avais peur qu'il ait répété les mêmes erreurs. Et maintenant, dit doucement Poirot, Gérard est de retour. Oui. Ils marchèrent un moment en silence. Puis Madame d'Aubigny ajouta, presque à contre-cœur, André m'a dit, 2 jours avant sa mort, qu'il avait quelque chose à régler avant la Saint-Jean. Il n'a pas voulu dire quoi. Les yeux de Poirot se plissèrent légèrement. « Et tu n'as rien demandé ?»« Je l'ai fait. Il a dit que je dormirais mieux si je ne savais rien. » Le soir, la tension était palpable dans la villa. Les invités restaient en petits groupes. Les conversations cessaient à l'approche d'autres personnes. Même les domestiques se déplaçaient avec une sorte de prudence discrète. Après le dîner, Poirot s'attarda dans le hall, discutant avec Lefebvre, lorsqu'il vit le docteur Marchand monter l'escalier avec une hâte inhabituelle. Quelque chose dans l'attitude du docteur, la légère raideur de ses épaules, sa façon d'éviter de regarder vers le salon, attira l'attention de Poirot. S'excusant, Poirot le suivit discrètement. Le médecin entra dans sa chambre, mais Poirot, passant un instant plus tard, remarqua que la porte n'était pas complètement fermée. À l'intérieur, Marchand était à son bureau, glissant précipitamment quelque chose dans le tiroir du bas. Poirot ne s'arrêta pas, mais l'image s'imposa à son esprit. Un objet caché dans un tiroir, un bouton de manchette tombé sur une terrasse, un coupe-papier déplacé, de petites choses, certes, mais qui projetaient de longues ombres. Cette nuit-là, dans sa chambre, Poirot écrivit une seule phrase en haut d'une nouvelle page de son carnet. « La question n'est pas de savoir qui aurait pu tuer André, mais de savoir qui avait besoin de sa mort avant qu'il puisse parler. » En dessous, il commença à énumérer les noms, pas seulement ceux des personnes présentes, mais ceux dont les noms avaient surgi comme des épaves dans le flot des conversations. Paul Gérard, Marcel Desmoulins, et même un certain créancier anonyme de Marseille. Quelque part parmi eux, l'ombre de la vérité attendait. Poirot sourit intérieurement. Les ombres pouvaient dissimuler, mais elles pouvaient aussi indiquer quelque chose, à condition de savoir déchiffrer leur forme.
Chapitre 8. Une confession qui n'en est pas une. Le Mistral s'était levé pendant la nuit, et au matin, le vent marin soufflait avec une énergie incessante, faisant vibrer les volets et faisant onduler lentement et délibérément les cyprès bordant l'allée. C'était le genre de temps, songea Poirot, qui encourageait l'agitation, et dans une maison déjà empreinte de suspicion, cela ne contribuerait en rien à apaiser les esprits. Il prit son petit déjeuner seul dans le petit salon attenant à sa chambre d'amis. Tout en sirotant son café, il revoyait ses notes de la veille, s'attardant sur certaines lignes. Le bouton de manchette, pas perdu, placé. Le règlement d'une affaire par André. L'anneau de verre face à la maison. Le tableau était loin d'être complet, mais ses contours commençaient à prendre forme. À 10 heures, il avait décidé de sa conduite pour la matinée. Il allait exercer une pression, non pas ouvertement, mais de cette manière subtile qui faisait remonter à la surface ses pensées cachées. Ce n'étaient pas toujours les faits qui faisaient éclater un suspect. C'était l'idée qu'il était déjà avec le fait. L'opportunité s'est présentée plus tôt que prévu. Poirot traversait le hall principal lorsqu'il vit le docteur Marchand sortir du bureau, le visage figé dans un masque de sang-froid, peut-être un peu trop délibéré. Sous le bras, il portait un fin folio en cuir. Au passage du médecin, Poirot s'inclina légèrement. « Ah, docteur, un instant, s'il vous plaît. J'aimerais clarifier quelque chose. » Marchand marqua une pause, le regard froid. « Oui ? Tu te souviens, il y a 2 nuits, tu m'as dit que tu étais à la bibliothèque en train de lire des revues médicales pendant la demi-heure cruciale ? » « Je m'en souviens. » Poirot inclina la tête. « Je n'ai aucune raison d'en douter, sauf peut-être pour un détail. Voyez-vous, il y a l'affaire de la porte de la terrasse ouest. Elle était déverrouillée alors qu'elle aurait dû être verrouillée. » L'expression de Marchand ne changea pas, mais une légère crispation apparut au coin de sa bouche. « Les domestiques sont des créatures d'habitude, » conclut Poirot. « Jean verrouille cette porte chaque soir à 7 heures précises. Qu'elle ait été ouverte plus tard. C'est curieux, n'est-ce pas ?» Le silence qui suivit fut bref, mais révélateur. Alors Marchand dit, avec une pointe de sécheresse, « Si vous avez quelque chose à me demander, Poirot, faites-le clairement. » Poirot sourit. « Mais je vous le demande. Où étiez-vous entre 20h et 20h30 la nuit de la mort d'André ?» Le médecin hésita. « Très bien. Je n'étais pas à la bibliothèque pendant tout ce temps. Je suis sorti pour respirer. »« Sur la terrasse ouest ?»« Oui, brièvement. »« Pourquoi ne l'as-tu pas dit avant ?»« Parce que je ne voulais pas être empêtré. Je n'ai rien vu d'important. » Le regard de Poirot était fixe. « Et pourtant, tu l'as omis. C'est important. » À midi, le vent s'était encore levé, projetant de fines gerbes d'eau salée dans l'air près des falaises. Poirot trouva Charlotte Bexley dans le petit salon, les mains occupées à un ouvrage qui ne l'intéressait visiblement pas. Il lui demanda sur le ton le plus conversationnel si elle connaissait bien André avant de venir à la Villa Blancarde. « Pas bien, » répondit-elle, même si ses yeux vacillèrent brièvement. « On s'est rencontrés à une fête à Paris l'hiver dernier. Il était charmant. Et pourtant, dit doucement Poirot, vous m'avez dit l'avoir vu se diriger vers la terrasse la nuit de sa mort, et y avoir trouvé le bouton de manchette de Philippe Arnaud. » La main de Charlotte hésita sur son travail. « Je te l'ai dit parce que tu me l'as demandé. Mais je ne veux pas que les gens se retournent les uns contre les autres. Ah, mademoiselle, dans un meurtre, les gens n'ont pas besoin d'une raison pour se retourner les uns contre les autres, seulement d'une excuse. » Ses lèvres se pincèrent, et pendant un instant, Poirot pensa qu'elle pourrait en dire plus. Mais elle détourna le regard, se concentrant sur le fil emmêlé dans ses doigts. C'est plus tard dans l'après-midi, alors que le vent battait les volets de la villa, que le moment tant attendu par Poirot arriva. Philippe Arnaud le rejoignit dans le bureau. L'homme avait conservé son calme habituel, mais une tension se dégageait sous-jacente, comme si un calcul avait été fait et abandonné à contre-cœur. « Je crois, » commença Philippe, « qu'il faut que je te dise quelque chose. Cela pourrait dissiper certains malentendus. » Poirot lui fit signe de s'asseoir. « Je suis toujours prêt à vous écouter, monsieur. » Philippe prit une longue inspiration. « J'étais sur la terrasse ce soir-là. » Un court instant. « Oui, j'ai perdu le bouton de manchette là-bas. Ça a dû être à ce moment-là. » Poirot releva sa moustache. « Et pourquoi, monsieur, étiez-vous sur la terrasse ?»« J'ai eu une discussion avec André. Un désaccord. »« À propos de quoi ?» Il y eut un bref silence. « Une question d'argent. Il me devait de l'argent, une somme considérable, et il évitait le sujet. J'ai insisté. Il
Harry, j'ai peut-être perdu mon sang-froid. Peut-être? Si, admit Philippe, mais je l'ai laissé là, vivant. Je suis retourné au fumoir. Poirot le regarda un long moment. Voyez-vous, monsieur, c'est ce qu'on appelle en anglais une demi-confession. Vous admettez la dispute, vous admettez sa présence, mais vous n'admettez pas son issue. Pourtant, la dispute elle-même n'est pas le crime. Les lèvres de Philippe s'incurvèrent en un léger sourire sans humour. Tu crois que je mens? Je crois, dit doucement Poirot, que vous ne me dites que la partie de la vérité qui vous convient. Une fois Philippe parti, Poirot se laissa aller dans son fauteuil, 2 aveux en une seule journée, soigneusement ciselés pour effacer toute trace de culpabilité. Le docteur Marchand avouant être monté sur la terrasse, Philippe avouant s'être disputé avec André. Ce n'était pas suffisant pour prouver que l'un ou l'autre avait porté le coup, mais suffisant pour savoir que la tension se resserrait. Ce soir-là, tandis que les invités se rassemblèrent pour un autre dîner tendu, le regard de Poirot parcourut la table. La dynamique changeait. Charlotte évitait le regard de Philippe. La vicomtesse semblait encore plus vigilante que d'habitude, son attention passant du docteur Marchand à madame d'Aubigny. Quant à madame elle-même, elle était plus calme, son sourire plus figé, comme pour dissimuler une inquiétude plus profonde. Après le dîner, Poirot rejoignit madame d'Aubigny dans le petit salon, où un feu avait été allumé pour se protéger du vent. Il parla d'une voix presque murmurée. « Madame, la vérité, elle commence à se montrer. Mais il y a quand même des ombres. André avait des ennemis, certes, mais aussi, peut-être, un secret qu'il voulait révéler. » Les mains de madame, jointes sur ses genoux, se resserrèrent légèrement. S'il l'avait, il l'a perdu. Poirot secoua doucement la tête. « Non, madame. Les morts laissent des traces, dans les mots, les gestes, dans les peurs de ceux qui restent. Il suffit de savoir où chercher. » Cette nuit-là, seul dans sa chambre, Poirot étala de nouveau ses notes. 2 hommes s'étaient postés sur la terrasse peu avant l'heure de leur mort. Une dispute pour une question d'argent. Une porte ouverte, un objet, le bouton de manchette, gisant là où il ne devait pas être. Et par-dessus tout, l'ombre de Paul Gérard, qui n'était pas encore apparu, mais dont la présence se faisait sentir. Poirot écrivit une dernière ligne dans son carnet avant d'éteindre la lampe. Une confession qui n'est pas toute la vérité est un fil, et quand on le tire, tout le tissu se défait. Chapitre 9. Le piège. Le Mistral s'était calmé pendant la nuit, laissant l'air vif et immobile, la lumière matinale dure et claire. De sa fenêtre, Poirot voyait la mer scintiller comme de l'argent martelé sous un ciel pâle. C'était une journée de précision, d'organisation soignée des faits et de placement judicieux des appâts. Il s'habillait avec un soin particulier, costume gris clair, chemise blanche, cravate en soie d'un bleu délicat. Ce n'était pas la vanité qui guidait son choix, mais la conviction que les apparences pouvaient être aussi utiles que la logique. Une manchette bien tournée ou une manche parfaitement brossée pouvaient faire baisser la garde de l'esprit le plus prudent. Dans la salle du petit déjeuner, les invités étaient déjà rassemblés. La conversation était tendue, voire cassante. Charlotte Bexley était assise à côté de madame d'Aubigny, parlant à voix basse. Philippe Arnaud, debout près du buffet, versait le café avec une lenteur délibérée. Le docteur Marchand arrive en retard, courtois mais distant. Poirot prit place au bout de la table, dépliant sa serviette avec une précision délibérée. Il se contenta de remarques d'ordre général, son regard parcourant discrètement les visages. Il ne cherchait pas la culpabilité, pas encore, mais cette petite lueur d'anticipation ou de peur qui trahissait un esprit déjà occupé à se défendre. Une fois le repas terminé, il se leva et annonça, presque avec désinvolture, « Cet après-midi, je souhaite réunir tout le monde au salon. Il y a des sujets à aborder. » Le frémissement que cela provoqua fut léger, mais net. Quelques regards échangèrent, d'autres baissèrent les yeux vers leurs assiettes. L'expression de Philippe Arnaud ne changea pas, mais sa main serra légèrement l'anse de sa tasse. Madame d'Aubigny inclina la tête en signe d'approbation polie. Avant l'heure dite, Poirot chercha le commissaire Lefebvre dans la bibliothèque. « Mon commissaire, » commença-t-il, « vous avez parlé à chaque invité, n'est-ce pas ?»« Oui, » répondit Lefebvre. Ils racontent leurs histoires, chacune bien ficelée, chacune incomplète. « Comme il se doit, » acquiesça Poirot. « Aujourd'hui, je vais troubler la propreté. Je vais jeter une pierre dans leur étang et voir quelles ondulations touchent le rivage. » Lefebvre eut un petit rire. « Tu aimes ça ?» ?»« Non, » corrigea doucement Poirot. « J'aime la vérité. Le plaisir, c'est de la voir approcher. » À 4 heures, les invités se rassemblèrent dans le salon.
Les rideaux étaient tirés pour se protéger du soleil de fin d'après-midi, l'air chargé d'odeurs mêlées de cire et d'une légère trace de lavande provenant du parfum de Madame d'Aubigny. Poirot se tenait près de la cheminée, sa petite silhouette rayonnant de calme. « Mes amis, commença-t-il, je vous ai fait venir parce que nous sommes arrivés au point de notre petit drame où les acteurs doivent se déclarer. Certains d'entre vous m'ont dit la vérité, d'autres seulement une partie. Mais la vérité, c'est qu'elle est comme un chat. Tôt ou tard, elle montre son visage. » Il y eut un léger bruissement de mouvement. Charlotte bougeait sur son siège. La vicomtesse croisait plus étroitement ses mains gantées. « J'ai appris, poursuivit Poirot, qu'André d'Aubigny s'est disputé avec au moins l'un d'entre vous la nuit de sa mort. J'ai appris que d'autres se trouvaient sur la terrasse alors qu'ils prétendaient être ailleurs. Et j'ai appris qu'André lui-même avait une affaire à régler avant le rassemblement de la Saint-Jean, une affaire qui pourrait être la cause de sa mort. » Le regard de Philippe Arnaud était fixe. « Si vous parlez de moi, Poirot, je vous ai raconté notre dispute. »« Ah, monsieur, mais pas tout. Vous parlez d'argent, mais il y avait plus. André avait un papier, n'est-ce pas? Quelque chose que vous désiriez avoir ?» Philippe serra les lèvres. « S'il y en a eu une, je ne l'ai jamais vue. » « Alors peut-être que quelqu'un d'autre l'a fait. » Poirot se tourna légèrement, son regard se portant vers le docteur Marchand. « Vous êtes monté sur la terrasse, mon docteur. »« Pourquoi ?» La réponse de Marchand fut affirmative. « Pour prendre l'air. » Les moustaches de Poirot frémirent. « Pour prendre l'air, oui, et peut-être pour entendre une conversation qui n'était pas destinée à tes oreilles. » Les yeux du docteur clignèrent, mais il ne dit rien. Poirot laissa le silence s'éterniser avant de reprendre la parole. Et puis, il y a l'affaire du bouton de manchette. Trouvé par mademoiselle Bexley, près de l'endroit même où André a été frappé. C'est un objet déplacé, et dans ce cas-là, je me demande toujours, a-t-il été laissé tomber sur le fait ou placé après coup pour suggérer une autre main? Charlotte rougit légèrement et l'expression de Philippe s'assombrit. « Je vous le dis à tous, » poursuivit Poirot, « car un meurtre est rarement une affaire de moment. Il se prépare, par la pensée, par l'opportunité, par de petits gestes qui semblent innocents jusqu'à ce qu'ils soient ordonnés. J'ai donc l'intention de vous revoir tous, en privé, avant la fin de cette journée. » Il commença par Charlotte. Dans le petit salon, il lui demanda à nouveau ce qu'il pensait du bouton de manchette. « Je vous l'ai dit, monsieur Poirot, je l'ai trouvé et je l'ai gardé parce que je n'étais pas sûr de ce que cela signifiait. Pourtant, vous êtes retourné sur la terrasse 2 nuits plus tard pour le récupérer là où vous l'aviez caché. » Elle hésita, puis hocha la tête. « Je ne voulais pas qu'on pense que je cachais quelque chose. Mais vous cachiez quelque chose, mademoiselle, même à vous-même. Vous craignez ce que la vérité pourrait signifier pour quelqu'un que vous connaissez. » Ses yeux croisèrent les siens. « Oui, pour Philippe. Et pourtant, peut-être que Philippe n'est pas le seul que vous protégez. » Charlotte détourna le regard, et Poirot laissa le silence s'installer jusqu'à ce qu'elle dise, tout bas, « J'ai entendu des voix sur la terrasse. Je crois que l'une était celle d'André, l'autre, je n'en suis pas sûr. »« Pas sûr, mademoiselle, ou pas disposée à le dire ?» Elle n'a rien dit de plus. Le docteur Marchand était le suivant. Poirot l'interpella directement. « Vous écoutiez, mon docteur, qu'avez-vous entendu ?» Les lèvres de Marchand se contractèrent en une fine ligne. « Que des bribes !» La voix d'Arnaud, plus haute, celle d'André, plus calme, presque moqueuse. Et puis, un silence. Je suis parti avant qu'on ait dit quoi que ce soit d'autre. Pourquoi partir? Parce que ce n'était pas moi qui me disputais, et parce que je préfère ne pas me mêler des affaires d'hommes comme Arnaud. Poirot l'observa un instant. Ou peut-être parce que vous vous intéressiez aux affaires d'André. Le regard du médecin ne vacilla pas. Si c'est le cas, c'était professionnel. Il m'avait parlé de maux de tête, de vertige. Je lui ai conseillé de se reposer. Poirot remarqua l'évasion, mais n'insista pas. Pas encore. Finalement, Poirot demanda à voir Madame d'Aubigny en tête-à-tête. Elle le reçut dans son salon privé, où le parfum de lavande était plus prononcé. « Madame, » dit doucement Poirot, « André avait en sa possession quelque chose qui pourrait nuire à plus d'une personne ici. Je crois que vous savez ce que c'était. » Ses doigts se crispèrent sur l'accoudoir de son fauteuil. « Je soupçonne. Une lettre, de Marseille. Pas celle que tu as vue, mais une autre, écrite il y a des années. Elle concerne l'affaire Gérard. Si André l'avait montrée, elle aurait ruiné Philippe.
et peut-être d'autres. Où est cette lettre maintenant? Je ne sais pas, dit-elle, mais je crois qu'il était dans la poche d'André ce soir-là. Les yeux de Poirot brillèrent. Alors, madame, il faut non seulement retrouver le meurtrier, mais aussi la lettre. Lorsque Poirot retourna dans sa chambre, il écrivit une seule phrase dans son carnet. Le piège est tendu, mais l'appât est la lettre, pas l'homme. Demain, pensa-t-il, la lettre ferait surface. Et quand elle le ferait, le tueur aussi. Chapitre 10. Les derniers indices. Le lendemain matin, pâle et frais, le vent précédent fit place à un calme fragile. Dans les jardins, le chant des cigales n'avait pas encore commencé, et la mer était calme sous un ciel tamisé. Poirot, réveillé avant les domestiques, se tenait à sa fenêtre et réfléchissait au programme de la journée. Le piège qu'il avait tendu n'était pas appâté par l'accusation, mais par la curiosité, la plus dangereuse des faiblesses humaines. Quelqu'un ici savait où se trouvait la lettre manquante, et plus encore, quelqu'un craignait sa découverte. Il lui suffisait de leur faire croire que son apparition était imminente. Il a commencé par une conversation tranquille dans la bibliothèque avec le commissaire Lefebvre. « Monsieur le commissaire, dit Poirot, j'ai besoin de votre aide pour une petite expérience. Je souhaite que vous informiez tout le monde qu'une fouille approfondie de la villa et du parc aura lieu cet après-midi. » Lefebvre lui lança un regard noir. « Et en vérité ?»« En vérité, nous ne chercherons rien, du moins pas dans un premier temps. Nous surveillerons. Vous posterez vos hommes là où ils pourront voir sans être vus. Et lorsque nos coupables s'apprêteront à récupérer ou à détruire la lettre, nous serons prêts. » Les lèvres de Lefebvre s'incurvèrent en un sourire hésitant. « Tu joues un jeu dangereux, Poirot. »« Mais non, répondit Poirot, je joue au jeu de la certitude. » En milieu de matinée, la nouvelle s'était répandue. Poirot nota les réactions. Madame d'Aubigny, calme, mais avec une lueur d'inquiétude dans le regard. Charlotte Bexley, suffisamment surprise pour laisser tomber le livre qu'elle faisait semblant de lire. Philippe Arnaud, esquissant un mince sourire comme si toute cette affaire l'amusait. Le docteur Marchand, impassible, bien que ses mains soient plus serrées que d'habitude. La vicomtesse de Montsouris fut la plus loquace. « Une perquisition ?» demanda-t-elle, les yeux pétillants. « Vous comptez fouiller nos affaires comme de vulgaires voleurs. »« Seulement si la vérité se cache là, madame, » dit poliment Poirot. Elle renifla avec dédain et s'éloigna à grands pas. Peu avant 11 heures, Poirot se promena dans le jardin est. Charlotte était là, taillant un petit bouquet de lavande avec des ciseaux. Elle leva les yeux à son approche. « Ils disent que la police va fouiller nos chambres, » dit-elle d'un ton léger. « Je suppose qu'ils ne trouveront rien. »« Cela dépend, mademoiselle, » répondit Poirot d'un ton doux. « Parfois, ce n'est pas ce que l'on trouve qui compte, mais le comportement de la personne qui le découvre. » Elle fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Poirot sourit, mais ne répondit pas. Il lui demanda plutôt si elle pouvait lui donner un brin de lavande pour sa boutonnière. Tandis qu'elle le coupait, ses yeux remarquèrent le léger tremblement dans ses mains. À midi, les hommes de Lefebvre commencèrent leur surveillance silencieuse. Poirot se posta sur la terrasse ouest, admirant ostensiblement la mer. De là, il pouvait voir la pelouse en contrebas, les allées du jardin et l'entrée du petit abri à outils au-delà des oliviers. Il était presque 2 heures lorsque le premier mouvement retentit. Philippe Arnaud sortit de la villa et se dirigea lentement vers le hangar. Il semblait à l'aise, s'arrêtant même pour examiner les roses. Mais arrivé au hangar, il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule avant de se glisser à l'intérieur. Poirot fit un petit signe de tête à l'officier en civil posté à proximité. 10 minutes plus tard, Philippe émergea, les mains vides, l'air inexpressif. Mais Poirot en avait assez vu. La légère trace de poussière sur sa manchette, le léger renflement de sa veste sur le côté. Lefebvre attendait lorsque Philippe revint à la villa. « Monsieur Arnaud, » dit le commissaire, « je dois vous demander de m'accompagner. » Philippe haussa les sourcils. « Suis-je en état d'arrestation ?»« Pas encore, » répondit Lefebvre d'un ton neutre, « mais vous possédez quelque chose qui ne vous appartient pas. » Le sourire de Philippe était froid. « Il faudra que tu le prouves. »« Nous le ferons, » répondit Lefebvre en faisant un geste vers la bibliothèque. À l'intérieur, avec les autres rassemblés, Lefebvre déposa un petit paquet sur la table. Le papier était froissé, les bords effilochés, mais l'inscription sur le devant était claire, pour Madame Renée d'Aubigny. La main de Madame vola vers sa bouche. « C'est... Où avez-vous... Dans le hangar, » dit Lefebvre, caché sous une planche mal fixée.
La voix de Philippe était ferme. « Je l'ai trouvé là. Je voulais te le donner. » Poirot s'avança, les yeux fixés sur Philippe. « Et pourtant, monsieur, vous avez choisi de le trouver seulement après vous avez appris qu'il y aurait une recherche. » Philippe ne dit rien. Poirot ouvrit le paquet. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier à lettres fin et étranger. Il la lut une fois, puis une autre fois, les yeux plissés. Finalement, il leva les yeux. « Voici la lettre qu'André portait, » dit-il. « Elle est de Paul Gérard. Elle parle d'un arrangement impliquant non seulement André, mais aussi un autre homme présent ici, dans une escroquerie visant à escroquer des investisseurs. » La mâchoire de Philippe se serra. « C'est un mensonge. » « Non, monsieur. C'est la vérité, même si elle n'est peut-être pas entièrement vraie. Voyez-vous, Gérard avait toutes les raisons de menacer André. Mais l'autre homme nommé ici en avait aussi. » Poirot tourna la lettre pour que tout le monde puisse la voir. Là, de l'écriture audacieuse de Gérard, se trouvait le nom. Docteur Lionel Marchand. Un frisson parcourut la pièce. Le visage de Marchand demeurait calme, mais une légère rougeur lui montait aux pommettes. « Ceci, dit doucement Poirot, est l'indice ultime. André avait cette lettre. Il avait peut-être l'intention de s'en servir pour soutirer de l'argent à l'un de vous, peut-être à tous les deux. Mais avant qu'il ne puisse le faire, il a été abattu. » La voix de Madame d'Aubigny était à peine audible. Alors, c'était l'argent, après tout. « Pas seulement l'argent, » répondit Poirot. « L'orgueil, la réputation, la peur de la ruine, ce sont des motivations aussi fortes que l'or, parfois plus fortes. » À la fin de la réunion, Poirot retourna dans sa chambre, la lettre à la main. Il la posa sur le bureau, à côté de ses notes, et resta assis un long moment en silence. Les pièces du puzzle étaient désormais alignées. La dispute sur la terrasse, les mouvements dissimulés, les objets déplacés, et maintenant, la lettre elle-même. Il ne restait plus qu'une étape, les réunir tous pour laisser émerger la vérité dans son intégralité. Il jeta un coup d'œil à la petite horloge de voyage sur la cheminée. Dans 24 heures, il les convoquerait tous au salon. Et là, le jeu prendrait fin. Chapitre 11. La tempête qui se prépare. Le lendemain de la découverte de la lettre, un calme inquiétant se leva. Dès l'instant où Poirot ouvrit les yeux, il le ressentit. Ce calme particulier avant une tempête, non pas météorologique, mais humaine. D'après son expérience, lorsqu'un meurtrier comprenait que le cercle se resserrait, il ne restait pas assis tranquillement à attendre le nœud coulant. Non, il se déplaçait, il tâtait le terrain, il cherchait une issue. Et ce faisant, il se révélait souvent. Poirot avait l'intention de fournir toutes les occasions pour une telle révélation. Après le petit déjeuner, une affaire tendue et hésitante, il annonça, sur le ton le plus conversationnel, qu'il convoquerait une réunion au salon à 8 heures précises ce soir-là. « À ce moment-là, dit-il doucement, j'aurai l'honneur d'expliquer ce qui s'est passé la nuit de la mort d'André d'Aubigny. D'ici là, je demande que personne ne quitte la villa. » L'effet fut immédiat. Madame d'Aubigny inclina la tête en signe d'acceptation digne. La vicomtesse parut scandalisée, comme si l'assignation à résidence était une insulte personnelle. L'expression du docteur Marchand était indéchiffrable, mais ses doigts tapotaient légèrement le dossier de sa chaise. Charlotte Bexley paraissait inquiète, jetant un coup d'œil vers Philippe Arnaud, dont le visage ne trahissait rien. Poirot passa la matinée à ce qui semblait être une flânerie oisive, une promenade dans les jardins, une pause à la bibliothèque, un mot poli à la gouvernante dans la cuisine. En réalité, il notait qui évitait qui, quelle conversation s'interrompait là brusquement à son entrée, et les subtils changements de proximité entre certains invités. À 10h30, il trouva Charlotte seule dans le salon, regardant le pâle scintillement de la mer. « Mademoiselle, dit-il doucement, ce soir apportera des réponses, mais je dois vous prévenir, la vérité peut être plus lourde que le secret. » Elle se tourna vers lui, le regard troublé. « Je ne sais pas si j'ai envie de l'entendre. »« Mais si !» répondit Poirot avec assurance. « Parce que tu as peur qu'on accuse la mauvaise personne. » Elle hésita. « Je ne sais pas qui a fait ça. C'est juste que j'en ai entendu plus que je ne t'en ai dit, sur la terrasse, ce soir-là. » Poirot attendit, silencieux. André a dit quelque chose, à l'autre personne, comme quoi Marseille n'oublie pas. L'autre voix, ce n'était pas celle d'Arnaud. Je crois que c'était celle du docteur Marchand. Poirot inclina la tête. « Merci, mademoiselle. Cela pourrait vous être utile. »
À midi, Poirot prend son café avec le commissaire Lefebvre dans la bibliothèque. « Ils sont agités », observa Lefebvre. Arnaud rôde dans les couloirs comme un lion en cage. Marchant par la peine, la vicomtesse passe son temps à fusiller les autres du regard comme si elle pouvait leur arracher des aveux. « Bien, » dit simplement Poirot, « qu'ils sentent l'air se resserrer. »« Vous en êtes certain ?» demanda Lefebvre. « Vous pourriez nommer le tueur maintenant ?» Les moustaches de Poirot se releva légèrement. « Je pourrais nommer la main qui a porté le coup ? Oui. Mais il ne suffit pas d'accuser. Il faut démontrer, pour que même le coupable comprenne la logique et ne puisse la nier. Voilà, mon commissaire, notre tâche de ce soir. » L'après-midi s'écoula lentement. La villa semblait suspendue dans une pénombre inquiétante, l'air lourd d'impatience. Madame d'Aubigny passait une grande partie de son temps dans son salon privé. Philippe fumait sur la terrasse ouest, le regard fixé sur l'horizon. Charlotte resta dans sa chambre, n'en ressortant que brièvement. Le docteur Marchand disparut dans la bibliothèque et n'en ressortit que près de 2 heures plus tard. Poirot s'occupait de petits gestes délibérés, redresser un vase ici, ajuster une chaise là, comme s'il préparait la salle pour les invités. En réalité, il organisait l'espace de la soirée de manière à ce que chaque visage lui soit visible d'un coup d'œil, chaque mouvement facile à observer. À 6 heures, la tension commençait à se faire sentir. Même les domestiques se déplaçaient ne plus discrètement, jetant de temps à autre des regards à Poirot, curieux de savoir ce qu'il cachait. Peu avant le dîner, Poirot entra dans le jardin est, où les dernières lueurs du jour dessinèrent de longues lignes dorées sur l'allée de gravier. Il y trouva le docteur Marchand, debout, les mains jointes dans le dos. « Ah, mon docteur, » dit Poirot d'un ton aimable, « l'air est bon, n'est-ce pas ?» Marchand inclina la tête. « Je suppose que oui. Tu seras content quand tout cela sera terminé ?»« Très. » Le regard de Poirot se posa sur lui un instant. « Vous savez, c'est curieux. André vous a parlé de Marseille sur la terrasse ce soir-là. Il a dit que Marseille n'oublie pas. » Le visage de Marchand resta immobile, mais ses yeux vacillèrent. Poirot poursuivit doucement. « La ville a la mémoire longue, n'est-ce pas? Surtout pour les dettes ou pour les trahisons. » Le médecin ne dit rien, mais ses lèvres se pincèrent légèrement. Poirot laissa le silence planer encore un instant, puis hocha la tête et s'éloigna, satisfait d'avoir décelé la moindre faille dans le sang-froid de Marchand. Le dîner fut guindé. La conversation s'essouffla presque aussitôt qu'elle commença. Le tintement des couverts semblait anormalement fort. Poirot parle peu, préférant observer la façon dont Charlotte évitait le regard de Marchand, la façon dont le regard de Philippe se posait sur Madame d'Aubigny, comme s'il pesait un non-dit, la façon dont les mains gantées de la vicomtesse jouaient avec le pied de son verre. Une fois le dessert terminé, Poirot se leva. « Mes amis, » dit-il de son ton le plus courtois, « si vous voulez bien me rejoindre au salon à 8 heures précises. Voilà, nous en finirons avec ce désagrément. » À 8 heures, le salon était prêt. Poirot avait disposé les sièges de manière à ce que personne ne puisse sortir sans passer devant lui et Lefebvre. Les rideaux étaient tirés, les lampes allumées. Un petit feu brûlait dans la cheminée, projetant une douce lumière sur les visages rassemblés. Tandis qu'il prenait place, Poirot remarqua la tension inhérente à chaque posture. Madame d'Aubigny se redressa, les mains jointes sur ses genoux. Charlotte se percha au bord de sa chaise, les yeux baissés. Philippe se pencha en arrière, apparemment détendu, mais avec une certaine crispation au niveau de la mâchoire. L'expression de Marchand était neutre, le regard fixé sur Poirot. La vicomtesse était assise, raide, le menton haut. Poirot prit place près de la cheminée, sa petite silhouette rayonnant d'une autorité tranquille. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il, « merci de votre patience. Ce soir, je vais vous raconter les événements de cette nuit-là, non pas tels qu'ils m'ont été racontés, mais tels qu'ils se sont réellement déroulés. » Le silence dans la pièce s'épaissit, et Poirot le sentit.